à tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler comment contourner les obstacles anatomiques en chirurgie buccale ou chirurgie orale. Alors, je vais commencer ma première diapositive par cette radio panoramique, alors sur laquelle on voit les quatre dents de sagesse. Donc, c'est des indications chirurgicales posées par l'orthodontiste. Alors, la question qui se pose dans la plupart des cabinets, dans ce type de cas, alors quelle est la conduite à tenir? Par quelle manière on va aborder? Est-ce que ce sont des cas difficiles? Est-ce que ce sont des cas faciles? Quels sont les éléments anatomiques à respecter? Bien évidemment, là, le nerf alvéolaire inférieur en bas, les sinus en haut. D'autres cas également qui peuvent se présenter dans le cabinet dentaire, comme c'est le cas par exemple d'un frein de la langue, une indication de frénectomie. Alors, par quelle méthode on va le faire et quels sont les obstacles ou quels sont les éléments anatomiques qui sont aux alentours dans cet environnement? Est-ce qu'il y a un risque hémorragique? Est-ce qu'il y a un risque de lésion du nerf? Un autre cas également, ici comme vous pouvez le voir, pour le sinus maxillaire, on voit ici de la pâte d'hydroxyde de zinc qui se trouve dans le sinus et qui fait une réaction inflammatoire. Donc on va se demander donc, par quel moyen donc, on peut y accéder au sinus, quels sont les risques, quels sont les éléments anatomiques à respecter. Alors c'est ça en fait l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler de tous ces éléments anatomiques. Ça c'est un autre cas aussi lorsqu'on a ce type d'image radio-claire au niveau de la mâchoire supérieure ou de la mâchoire inférieure. Et on va bien sûr donc se demander également et poser une interrogation, donc comment on peut aborder chirurgicalement cette lésion, quel est le risque principal si on le fait, est-ce qu'on peut le faire au cabinet ou non. Donc beaucoup de questions concernant ces obstacles anatomiques par rapport bien sûr au diagnostic ou au protocole opératoire. Alors aujourd'hui, on va donc voir ensemble quels sont les outils diagnostiques à la disposition des médecins dentistes qui vont nous permettre, premièrement, objectiver les obstacles anatomiques. Ça veut dire voir où se trouvent ces obstacles, les voir, les préciser bien sûr. Deuxième des choses, c'est l'évaluation du risque. Est-ce qu'il y a un risque de toucher un nerf par de risque neurologique ou un risque hémorragique de toucher une artère ou une veine, et également infectieux lorsqu'on peut entrer par exemple dans une zone comme le sinus, est-ce que donc ça risque pas après de donner des infections? Et troisième des choses, donc comment je peux planifier mon geste chirurgical. Donc voilà donc grosso modo donc les trois grands piliers de cette présentation. C'est comment on doit donc objectiver les obstacles anatomiques. Deuxième des choses, comment on va évaluer les risques opératoires, neurologiques, hémorragiques, infectieux. Et troisième point, donc comment on peut planifier le geste opératoire. Donc objectiver, évaluer et planifier. Alors je vais vous montrer cette diapositive. Donc je pense que vous l'avez connu tous. C'est un GPS. Il sert à nous montrer le chemin, à nous guider, à nous montrer les sens interdits, les limitations de vitesse, les indications d'une manière générale sur les routes. Notre GPS en chirurgie orale, c'est l'étude de l'anatomie. Alors, l'anatomie, il va nous montrer tout simplement où se trouvent les obstacles anatomiques, quels sont les rapports de ces éléments anatomiques, afin que nous puissions, bien sûr, les aborder avec sécurité et pour ne pas causer des lésions iatrogènes par la suite. Alors, pour l'étude de l'anatomie, que je pense c'est la pierre angulaire de la chirurgie orale et de la chirurgie d'une manière générale, on va l'aborder par deux manières différentes. Il y a ce qu'on appelle l'anatomie descriptive, comme on a fait à la faculté sur le banc de l'amphithéâtre ou dans les salles de TP. On fait les descriptions de l'ostéotologie, l'os maxillaire, l'os mandibulaire, l'anatomie des loges sous-mandibulaires ou de la loge parotidienne, l'anatomie descriptive des dents. Alors tout ça, on parle de l'anatomie descriptive. Il y a la deuxième méthodologie d'étude de l'anatomie, c'est ce qu'on appelle l'anatomie chirurgicale. Alors l'anatomie chirurgicale, c'est l'étude qui va être réalisée sur les sujets anatomiques
ou bien cadavre, donc même si je ne préfère pas ce terme, cette étude sur les sujets anatomiques va nous permettre bien sûr de voir donc, les plans superficiels, les plans intermédiaires et les plans profonds, un peu voir tous les éléments anatomiques ensemble, et ça, avec l'anatomie descriptive, bien évidemment, ça va nous donner une vision de 360 degrés sur l'anatomie d'une manière générale. Donc, il n'y a pas une méthode qui est beaucoup plus intéressante que l'autre. Alors, les deux méthodes, ils sont complémentaires. Donc, l'anatomie chirurgicale, ils vont nous permettre de naviguer naturellement sur les tissus en disséquant, en voir les éléments anatomiques. Par contre, l'anatomie descriptive, ils vont nous permettre de connaître mieux un élément anatomique tel que l'os maxillaire, tel que la cavité orbitaire, tel que l'os mandibulaire. Alors, dans cette présentation, j'ai fait une classification à titre pédagogique. On va voir alors quels sont les éléments anatomiques et les obstacles anatomiques auxquels vous serez confrontés dans la pratique de la chirurgie orale et qui se trouvent dans les deux régions qui sont la région A, la région postérieure, et de la région antérieure. Au niveau de la région postérieure, donc j'ai essayé ici d'énumérer plus ou moins donc les éléments les plus importants: le canal alvéolaire, le nerf lingual, le foramen mentonnier, l'artère faciale, le sinus maxillaire et la fente ptérygo-maxillaire. Pour la région antérieure, on a l'artère sous-mentale, les fosses nasales, le foramen infraorbitaire et le canal lacrymal. Alors, pour pouvoir évaluer, comme on a dit, évaluer les risques, objectiver, évaluer les risques et planifier, donc on a besoin des outils. Alors, ces outils, on va les utiliser lors de l'examen clinique et lors de l'examen radiologique. Pour l'examen clinique, donc l'évaluation va se faire comme l'évaluation de l'état de santé du malade, l'inspection par la vision pour voir les colorations des tissus, pour voir l'aspect d'une manière générale, et la palpation pour voir les contours de l'os, les bosses, les voussures, et par l'examen radiologique. Donc, on a plusieurs examens à notre disposition, tels que la rétroalvéolaire, la panoramique dentaire et la cone beam. Alors, tous ces éléments-là, on va essayer de les voir à partir des cas cliniques réels de mon expérience dans la chirurgie orale, et bien sûr à travers certaines vidéos donc, de dissection anatomique, donc pour mieux donc, visualiser ces éléments anatomiques. Alors, je vais commencer tout d'abord par la région postérieure, par le premier élément, c'est le canal alvéolaire. Alors, le canal alvéolaire, j'ai commencé avec parce que je pense que c'est l'élément anatomique qui pose beaucoup je dirais beaucoup de problèmes, et parfois il pose beaucoup de polémiques dans les discussions entre confrères, et c'est un élément anatomique qui est en rapport beaucoup plus avec les extractions chirurgicales ou les extractions des dents de sagesse, où on se pose la question: est-ce que je vais extraire, par quelle méthode, est-ce que le canal présente des rapports avec les racines ou non, est-ce qu'il y a des risques de lésions nerveuses? Donc pas mal de questions qui vont se poser par rapport à cet élément anatomique. Donc là, on va faire un petit bref aperçu sur le canal alvéolaire. Alors, le canal alvéolaire, c'est un canal qui va livrer passage donc à trois éléments qui sont l'artère alvéolaire, le nerf alvéolaire et bien sûr les vaisseaux lymphatiques. Donc, un canal, parce que la plupart, ils parlent du nerf. Alors, au niveau de la mandibule, il n'y a pas que le nerf, mais il y a tous ces éléments-là, on parle d'un pédicule. Mais le plus dangereux, si vous voulez, ou le pose beaucoup de problèmes, soit de paresthésie ou d'hyperesthésie, c'est le fait qu'on touche le nerf alvéolaire. Alors, le nerf alvéolaire, c'est un nerf qui est sensitif et qui fait partie de ce qu'on appelle le nerf mandibulaire. Alors, on va faire un petit peu d'anatomie. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le ganglion trigéminal, donc ex-ganglion de Gasser. Alors, entre parenthèses, la nomenclature de l'anatomie, il a changé, ça fait plusieurs années.
Avant, le ganglion triginase, on parle du ganglion de Gasser. Donc, on a éliminé tous les noms propres. Comme le canal de Sténon, on ne parle plus de Sténon, on parle du canal parotidien. Le trou sous-orbitaire, donc on ne parle pas de trou, mais on parle de foramen infraorbitaire ou le foramen supraorbitaire. Donc, juste pour mettre un petit peu la nomenclature, et même si vous lisez quelques articles, donc sachez que l'anatomie, quand même, il a changé depuis plusieurs années. Alors, ce ganglion trigeminal qui se trouve au niveau de l'étage moyen de la base du crâne, et il va donner, donc, qui est issu, lui, de deux racines, une racine sensitive et une racine motrice qui vient du tronc cérébral, qui vont se regrouper au niveau de ce ganglion. Alors, le ganglion trigeminal va donner les trois branches caractéristiques du nerf 5. C'est le nerf ophtalmique, ex-ophtalmique de Willis, qui va donner le nerf frontal nasal lacrymal. Il va donner le nerf 5 qui va quitter la base du crâne par le foramen rond et qui va être responsable de la sensibilité de l'étage moyen de la face. Et on a le 5-3 qui va donner donc les branches à destination pour la sensibilité de l'étage inférieur de la face. Et plus cette fonction sensitive du 5, il a une autre fonction qui est une fonction motrice qui va assurer bien sûr la motricité des muscles masticateurs. Alors pour le nerf alvéolaire, donc il descend une fois que le 5-3 il quitte la base du crâne par le foramen ici qu'on appelle le foramen ovale. Ici on a le foramen rond au niveau de l'étage moyen de la face, et puis il va descendre à ce niveau-là. Alors il va traverser la mandibule au niveau du foramen mandibulaire et traverser le corps de la mandibule jusqu'à ce qu'on appelle le foramen mentonnier pour donner le nerf mentonnier. Alors c'est ça le nerf. Alors le nerf alvéolaire, donc c'est celui qui est responsable de la sensibilité alors des dents et de la mâchoire et qui nous intéresse plus particulièrement. Dans la même région, il y a un autre nerf qui nous intéresse en chirurgie, c'est ce qu'on appelle le nerf lingual, qui va descendre aussi du 5-3. Il va passer à côté du nerf alvéolaire et puis il va descendre tout au long de la branche montante de la mandibule pour se terminer dans la partie linguale de la mandibule parallèle à la corticale interne et qui va donc se terminer au niveau de la langue et qui va innerver les 2/3 antérieurs de la langue, et c'est un nerf qui est sensitif. Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer tout ça en dissection anatomique. Alors là, c'est une imitette, donc une tête qui a été sectionnée longitudinalement. Et on va commencer donc de faire le repérage. Ici, c'est la partie antérieure. Ça, c'est la partie postérieure. On voit ici les dents, les prémolaires et les molaires. Et ça, c'est la branche montante qui a été coupée dans la partie interne. On voit ici les éléments anatomiques qu'on a parlé. Alors là, c'est le nerf alvéolaire, donc qui descend. Et là, comme vous voyez ici, ça, c'est le foramen mandibulaire qui se trouve à ce niveau-là, et le nerf mandibulaire, alvéolaire, c'est celui-là qui va descendre, et l'autre élément qu'on a parlé, c'est le nerf lingual, il descend à ce niveau-là. Alors, au niveau de ce nerf alvéolaire, donc il y a un autre élément qui est anatomique qui est important, c'est ce qu'on appelle le ligament sphénomandibulaire. Alors ce ligament sphénomandibulaire, c'est une sorte de sangle ligamentaire, donc qui va s'insérer ici au niveau de la branche montante, qui va couvrir en quelque sorte le nerf alvéolaire, et c'est ce qui explique d'ailleurs, lorsqu'on met une anesthésie à ce niveau-là, parfois on a des anesthésies partielles, parce que cette sangle, il protège, il ne laisse pas le produit anesthésique pénétrer à l'intérieur. Donc, du coup, parfois, on peut avoir donc, des manques, si vous le voulez, ou des anesthésies qui sont partielles de cette région. Et puis, il y a un autre élément donc, que vous connaissez aussi, c'est le nerf buccal qui va descendre, lui, en antérieur. Alors, tous les trois, ils vont former comme une sorte de trépied. Donc, ça, c'est cette région. Donc, il faut que objectiver, donc en quelque sorte, ça c'est les
pratiquement les trois éléments anatomiques qui nous intéressent lors des extractions et des avulsions de la dent de sagesse inférieure. Alors là, sur cette diapositive, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est les rapports de la dent de sagesse avec ces deux éléments. Là, on voit le nerf lingual qui passe ici, au niveau lingual de la dent de sagesse, et le nerf alvéolaire donc, qui va donc, aborder la mandibule par le foramen mandibulaire. Et là, au niveau de cette région-là, donc il y a le nerf lingual, il reçoit un autre nerf ici, une sorte de V qui s'appelle la corde du tympan, qui est une branche du nerf facial du nerf 7. Alors, une grande partie de praticiens, donc, ou même dans les discussions, etc., on parle beaucoup, comme je viens de le préciser, du nerf alvéolaire, mais sachez que les lésions du nerf lingual, ils sont aussi importantes et je les considère personnellement que c'est l'élément avec lequel il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que le nerf alvéolaire, on peut toujours le localiser avec la radiologie. Que ce soit avec une rétroalvéolaire, que ce soit avec une panoramique ou un scanner, mais le nerf lingual, on ne peut pas le localiser parce il se trouve dans une région muqueuse, donc on ne peut pas le voir. Par contre, le nerf alvéolaire, donc puisqu'il se trouve dans un canal, on peut quand même bien sûr l'objectiver. Alors maintenant, je vais passer pour les dents de sagesse. Donc je vais montrer que je vais vous parler un peu les positions les plus fréquentes ou la configuration des inclusions des dents de sagesse. On a ce qu'on appelle la version mésiale, on a la version horizontale, les versions distales et les versions verticales. Donc, si vous prenez les radios de la plupart des cas que vous recevez dans le cabinet, donc vous allez le classer plus ou moins donc, dans ces quatre prototypes. Et puis, dans le sens horizontal, c'est-à-dire en vue aérienne, soit que vous avez une dent de sagesse qui est au milieu de la crête, soit que vous avez une dent de sagesse qui est déportée vers le côté lingual, ou bien s'il est déporté vers le côté vestibulaire. Deuxième élément, c'est que les dents de sagesse, donc toujours on se demande quels sont les rapports avec le nerf. Ici, j'ai pris quelques exemples de la littérature. Donc, vous voyez donc la position, le nerf il est en bas, 78%. Le nerf se trouve en lingual, 11,8, donc vestibulaire, 8,9. Et entre les racines, c'est vraiment rare, c'est 0,7. Une étude qui a été réalisée donc, en 2015. Et là, les statistiques que vous allez trouver dans les littératures, des lésions des nerfs qui peuvent aller du 0,2 jusqu'à 0,71 pour le nerf alvéolaire, et puis les incidences qui ont été ici mentionnées en 2007 de 0,4 à 22%. Donc, bref, l'incidence et la prévalence des lésions iatrogènes du nerf alvéolaire et du nerf lingual, je ne dirais pas qu'ils sont négligeables, mais c'est quelque chose qui est réel pour le médecin dentiste. Donc, il faut en être conscient que donc, si on n'a pas une bonne approche méthodologique de la dent de sagesse inférieure, donc on peut bien évidemment donc causer soit la lésion du nerf lingual, que ce soit le nerf alvéolaire. Maintenant, on va parler un peu de, lorsqu'on a une dent de sagesse, donc quelle est la démarche clinique, ou en d'autres termes, quels sont les outils de l'évaluation du risque de lésion du nerf. Alors, lors de l'examen clinique, on doit donc explorer l'ouverture buccale. Pourquoi? Parce que si on programme une intervention, il faut au moins savoir est-ce qu'on a une bouche qui va s'ouvrir d'une manière normale. Ça, vous pouvez le tester par un contre-angle ou par une turbine, ou voilà, par votre doigt ou quelque chose d'essentiel. Il faut s'assurer que votre patient quand même présente une bonne ouverture parce que ça présente un élément important lors d'une chirurgie de dents de sagesse. Un patient qui ouvre assez mal, vous aurez bien sûr de difficultés à l'opérer. Par contre, un patient qui ouvre une grande bouche, je pense que vous aurez moins de difficultés à l'opérer. Également, il faut voir les états des muqueuses, le parodonte, le tissu jugal
par exemple, un patient qui a quand même de la graisse au niveau de la joue, donc vous aurez du mal à écarter, etc., parce que ça pose quand même un problème au niveau d'un geste opératoire. Donc, deuxième élément, c'est évaluer la position de la dent de sagesse au niveau de la panoramique. Et troisième élément, il faut évaluer le rapport avec le canal alvéolaire, soit par une panoramique, la rétroalvéolaire ou bien la combine. On va voir donc les caractéristiques pour chaque élément. Alors, je reviens et je fais la synthèse. Donc, pour la démarche clinique, donc, premièrement, l'examen clinique. Deuxième des choses, on va évaluer la position de la dent de sagesse et c'est la panoramique qui va le donner. Troisième des choses, on va évaluer le rapport avec le canal alvéolaire. Alors, pour la position de la dent de sagesse sur une panoramique, on va évaluer deux choses. C'est la dent de sagesse, sa position par rapport au plan d'occlusion. Donc, si on a la dent de sagesse, soit dans une situation, il peut être au-dessus du plan d'occlusion, comme il doit être au-dessous du plan d'occlusion, mais il ne dépasse pas la jonction amélocémentaire de l'ascète, soit on a une dent qui, au niveau mien, il déborde au-dessous de la ligne amélocémentaire. Donc, bien sûr, beaucoup d'auteurs ils ont essayé de donner des scores pour ce type de configuration. On parle de la situation A, la situation B et la situation C. Alors, lorsqu'on a un cas toujours de don de sagesse, la première des choses, il faut évaluer la situation par rapport au plan d'occlusion. Est-ce que je me trouve dans la situation A, ou bien la situation B, ou bien dans la situation C? Le deuxième élément qu'il faut l'objectiver sur une panoramique, c'est la distance entre la face distale de l'ascète et entre le bord antérieur de la branche montante. Alors, cette distance, puisqu'on a une distance qui est grande, qui est suffisante, il s'agit de la classe A. Alors, plus qu'on a, bien sûr, de l'espace pour opérer, pour travailler, plus qu'on a de l'espace pour faire sortir les fragments et le morcellement, les fragments morcelés de la dent de sagesse, plus qu'on a un espace qui est rétréci, plus on aura une difficulté opératoire. Donc, pour l'évaluation de la position, je reprends. On va évaluer par rapport au plan d'occlusion et par rapport, bien sûr, à la distance de la face distale de l'ascète en rapport avec le bord antérieur de la branche montante. Donc, il y a, comme je viens de le préciser, il y a des auteurs qui ont essayé de donner des scores en rapport à tous ces éléments anatomiques. Pour moi, ce qui est important, c'est garder dans la tête les deux éléments, plan d'occlusion et distance face distale, bord antérieur de la branche montante. Maintenant, on va y arriver au troisième point. Donc, comment on va étudier le rapport avec le canal alvéolaire? Donc ici, j'ai mis un tableau qui résume un peu l'intérêt de chaque élément radiologique, à savoir la rétroalvéolaire. Donc la rétroalvéolaire, il va nous donner les deux plans frontal et sagittal, mais le plan horizontal, donc on ne peut pas savoir est-ce que la dent de sagesse, est-ce qu'il est lingual, ou bien est-ce que le nerf il est lingual par rapport aux racines et inversement. Donc il ne donne que les deux plans. Et deuxième des choses, c'est que la rétroalvéolaire, il nous renseigne, comme son nom l'indique, que sur l'environnement périapical et qu'on aura du mal, bien sûr, à avoir une idée beaucoup plus, si vous voulez, spacieuse de cette région de dent de sagesse. Et même sur le plan pratique, donc le positionnement d'un film peut déclencher un réflexe nauséeux pour le patient. Concernant le deuxième élément qui est la panoramique, la panoramique, si on peut le dire, c'est un examen de première intention. Il va nous renseigner sur le plan frontal, le plan sagittal, mais le troisième plan, mais quand même, c'est un élément qui est, pour moi, pilier et important pour une dent de sagesse. Et grâce à la panoramique, on peut décider pour aller explorer encore plus profondément la région de la dent de sagesse. Dans ce cas, on peut recourir à la CBCT, au Conbim, comme ça on aura les trois plans. L'intérêt aussi d'une Conbim, c'est qu'il le permet aussi, avec certains logiciels, avec de la technologie digitale, d'objectiver, de tracer un nerf, et comme ça, donc on a une visibilité en 3D des rapports avec le canal alvéolaire et la dent de sagesse, bien évidemment. Alors, pour certains auteurs, là, j'ai mis quelques publications de l'équipe de la faculté de médecine, service chirurgie, qui ont publié une étude, à partir de la panoramique, quels sont les éléments qui peuvent nous orienter
qu'il existe des rapports avec le nerf. On a des signes comme le noircissement, les courbures, les rétrécissements. Alors, moi, ce que je recommande d'ailleurs, c'est que lorsqu'on a, c'est ce que je fais même dans ma pratique, alors, une fois qu'on a sur le plan vertical un rapport, qu'on sent que les racines, donc, ils touchent le nerf dans le même plan frontal, dans ce cas, à mon avis, donc, il faut indiquer une exploration en 3D, comme ça, donc, on va mieux situer la dent de sagesse par rapport au nerf, comme vous pouvez le voir ici, comme c'est le cas, donc, on voit sur l'examen point BIM, donc on voit en rouge le nerf alvéolaire et les rapports, comme c'est le cas ici avec les racines, on voit bien que le nerf il est situé en lingual et on peut même mesurer, comme c'est le cas ici, donc on voit bien qu'il y a un rapport qui est intime avec la dent de sagesse. Alors je vais vous montrer quelques cas cliniques pour qu'on soit un peu plus pratique et appliquer tout ce qu'on a vu. Alors comme le cas ici d'une inclusion verticale, alors je vais dans un premier temps donc voir la position de la dent par rapport au plan d'occlusion, et là pratiquement on voit que la dent de sagesse, donc il est au-dessus du plan d'occlusion, donc je peux déjà m'orienter vers quand même, j'ai une intervention qui va être plus ou moins simple. La distance par rapport à la face distale, on voit quand même ici quand même une bonne distance, alors que je peux faire une incision, je peux faire l'ostéotomie, etc. Et le rapport, on voit même que le nerf, ici, quand même, il est loin, donc ce n'est pas la peine d'aller vers un examen scanner. Alors, pour le protocole opératoire, le protocole d'extraction d'une dent de sagesse passe par, premièrement, le temps muqueux, le temps osseux et le temps dentaire. Mais, avant d'entrer en détail beaucoup plus sur le protocole chirurgical, le principe général d'une dent de sagesse, c'est qu'il faut toujours éliminer l'obstacle en mésial. Alors, je vais vous expliquer. Alors, la dent de sagesse, c'est une extraction comme les autres. L'élément le plus important, c'est que la couronne, il est bloqué par l'acette. Donc, il faut toujours sectionner, libérer cet espace. Alors, si on libère l'espace mésial, donc on aura plus donc, de facilité pour l'extraction de la dent. Plusieurs publications, vous allez les trouver sur où on va couper sur les plans de morcellement de la dent. L'essentiel pour moi, c'est le plus important d'ailleurs, c'est de savoir que pour une dent de sagesse, la règle, c'est qu'il faut toujours enlever le blocage mésial et après, donc, la dent de sagesse va suivre. Alors, maintenant, pour l'incision, on va, pour les types de tracés d'incision, généralement, donc, on va faire donc, un tracé en intracirculaire, soit au niveau de la 6, soit au niveau de la 7, jusqu'à la 6, pardon. On doit continuer jusqu'à l'espace de rétromolaire donc de la dent de sagesse, et puis on va continuer, et le trait derrière la dent de sagesse, il faut qu'il soit toujours en contact avec de l'os. Après, différents types de lambeaux, différents types de tracés d'incision, selon les cas, qu'on peut bien sûr indiquer. Lorsqu'on veut faire une extraction qui est standard et conventionnelle, comme c'est le cas ici, on n'a pas une inclusion qui est trop profonde, donc on peut faire tout simplement ce tracé intracirculaire. Par contre, si on a des inclusions qui sont encore beaucoup plus profondes, on peut faire une incision de décharge, par exemple, pour avoir un jour parfait au niveau du site chirurgical. Alors là, on a réalisé avec le décollement du lambeau en mycopériosté. Une fois qu'on voit on dégage la couronne, on réalise de l'ostéotomie. Donc on va voir une vidéo donc, qui explique un peu les principes. Et après, donc, comme on voit ici, donc, on réalise le morcellement de la dent et on va faire sortir la dent de sagesse. Alors les choses ne sont pas aussi simples que je vous le montre, bien évidemment, mais c'est une courbe d'apprentissage. Mais sachez que le principe, c'est ça. Donc on a dit évaluer la position de la langue, la position de la dent de sagesse, évaluer la position de la dent par rapport avec le canal alvéolaire. Pour le protocole chirurgical, sachez qu'il faut éliminer, bien sûr, l'obstacle mésial. Après, à le temps muqueux, incision lombo-mycopériostée, ostéotomie avec une fraise chirurgicale pour dégager
la couronne, et après, donc, on peut réaliser le morcellement de la dent. Parfois, on ne peut même pas donc, réaliser le morcellement de la dent si on a de l'espace, si on a un axe d'extraction qui est favorable. Un autre cas ici de dent de sagesse, pour la 48, on voit toujours donc, le temps muqueux, on fait le décollement mucopériocé, pardon, le morcellement de la dent et l'extraction, et après donc les points de suture. Dans des cas qui sont encore beaucoup plus, je dis, difficiles, alors le principe reste le même. C'est toujours le temps muqueux, il faut décoller, il faut faire dégager la couronne, il faut morceler la dent. Alors, comme c'est le cas ici, alors ne croyez pas qu'en luxant une racine, vous allez toucher le nerf. Alors, généralement, si vous dégagez toujours, il faut dégager en dehors et loin du nerf alvéolaire pour pouvoir donc avoir un axe de sortie de la dent qui est convenable. Il faut toujours essayer de travailler à l'intérieur de la dent, éviter de mettre les fraises d'une manière proche du canal alvéolaire. Ça, il faut l'éviter. N'hésitez pas à utiliser quelques outils comme la pisochirurgie lorsque vous êtes plus ou moins proche du nerf, ou un ostéotome. Donc, ça n'a qu'un effet positif, bien sûr, lorsque vous faites des extractions difficiles. Parfois, il y a certains cas, lorsqu'on a des cas qui sont vraiment un rapport intime avec le nerf, on peut bien sûr indiquer les techniques de coronotomie. On peut tout simplement donc faire la section de la couronne et laisser donc les racines faire leur éruption après. Aussi, ça, ce sont des cas difficiles qui sont toujours donc en rapport avec le nerf. Là, l'indication, bien sûr, comme on a dit pour l'évaluation des positions, donc on voit là le plan d'occlusion, il est là, on voit la dent qui est au-dessus pratiquement de la jonction amélo-sémentaire. On voit le rapport avec le nerf. Donc là, le nerf, on a la dent, donc pratiquement, donc ils sont en intime relation. Donc là, j'ai réalisé l'extraction de la dent en faisant donc le lambeau, l'ostéotomie, et puis la section de la dent loin du nerf alvéolaire. Et après, donc, on va l'exsuder tout doucement pour faire sortir la dent. Alors maintenant, je vais vous montrer donc une vidéo qui montre les étapes d'une extraction chirurgicale. Alors je présente le cas. Là, c'est l'extraction de la 38. Et c'est une version mésio-vestibulaire. Et là, on voit quand même qu'il y a des rapports. Là, c'est l'indication de prendre un CBCT, parce qu'on voit sur le plan frontal qu'il y a du contact avec le nerf. Alors l'intervention. Alors là, sur le scanner, on voit bien ici le nerf objectivé en rouge. Là, c'est la partie, vraiment les apex, et on le voit ça touche ici le nerf, mais ça n'empêche que dans ce cas, donc, on peut très bien donc, faire l'extraction sans causer vraiment un dommage si on respecte le protocole opératoire, et on va le voir. Donc, l'abord chirurgical va être avec une incision intracirculaire. Alors là, le décollement va être réalisé avec un décolleur, et il vaut mieux que le décollement soit amorcé au niveau des papilles. Alors là, donc j'ai fait une incision intracirculaire au niveau de la 6. J'ai fait également, donc j'ai prolongé mon incision au niveau de la 8, puis j'ai fait une incision de décharge. Pardon, c'est pas une incision, mais j'ai complété l'incision, toujours au contact de la mandibule. Donc je sors jamais de contact osseux. Alors par contre, et là je reviens aux notions d'anatomie, je vais vous tracer donc dans ce cas quels sont les risques et les obstacles anatomiques qu'on a sur cette situation. Alors le nerf lingual, on a dit qu'il descend ici de la région interptérygoïdienne, et puis il faut que ça descende comme ça. Il va aborder la cavité buccale
au niveau de la partie linguale et se terminer par les branches au niveau de la langue. Par contre, le nerf alvéolaire, lui, comme on a vu sur la radio, donc il est à l'intérieur de l'os pour sortir ici en nerf montagneux. Et lorsqu'on décolle, donc pratiquement cette zone, il est en désert anatomique, c'est-à-dire c'est une zone qui est verte, si on peut le dire. Par contre, il faut faire très attention. Lorsqu'on dérape avec un élévateur, donc on peut vraiment toucher le nerf lingual et causer un problème. Donc, il faut éviter de faire des lambeaux en lingual. Ou dans les cas les plus difficiles et on a besoin de dégager, on fait des incisions de décharge en vestibulaire, on peut même faire des lambeaux en lingual, mais pour éviter de léser le nerf lingual, il faut que le lambeau soit bien sûr en mucopériosté et décollé tout doucement. Le décollement, toujours, il est réalisé du postérieur et distal vers le côté mésial. Une fois qu'on décolle, il faut positionner l'écarteur, il ne faut pas que ça bouge. Alors, on va continuer toujours. Donc, on a dit le décollement et puis l'ostéotomie. Alors, avant de faire, on a dit le temps muqueux, le décollement. Deuxième temps, c'est le temps osseux. Mais avant de faire l'ostéotomie avec la fraise, il vaut mieux toujours donc faire la luxation de la dent. C'est pas pour un objectif d'extraction, mais de faire bouger la dent dans l'alvéole de telle manière à ce que lorsqu'on arrive au temps dentaire, on aura quand même beaucoup plus d'aisance à l'extraire. Et d'ailleurs, ça c'est une règle en chirurgie de l'inclusion d'une manière générale, aussi bien pour les dents de sagesse que pour les prémolaires, que pour les canines incluses. Donc toujours, avant de faire l'ostéotomie, avant de couper la dent, faites d'abord un mouvement avec un élévateur. Il ne faut pas trop forcer, mais essayez de faire bouger la dent au niveau de l'alvéole. Comme c'est le cas ici, donc je la fais bouger un tout petit peu. Il ne faut pas appliquer beaucoup de force. Et puis, on va réaliser l'ostéotomie avec une fraise Zecria neuve à os montée sur turbine ou sur une pièce à main. L'avantage de la pièce à main, c'est qu'on évite de créer des emphysèmes. La turbine, à mon avis, ça présente quand même l'avantage d'avoir des tours et une efficacité beaucoup plus importante et qu'on peut faire surtout le morcellement de la dent. Juste qu'il faut essayer de ne pas trop l'incliner vers la région vestibulaire pour que l'air ne puisse pas passer, mais sinon vous pouvez bien sûr travailler avec la turbine sans aucun problème. Sachez que les risques d'emphysème, ça existe. Alors, une fois qu'on termine l'ostéotomie, on va faire, comme on dit, le temps dentaire, il commence par, on va éliminer le blocage mésial, c'est-à-dire on va couper la dent en mésial, toujours avec la fraise Zecria. Alors coupez le blocage mésial en 2, en 3, en 4, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que éliminer cet obstacle avec un décolleur qui ne bouge pas en vestibulaire, ne pas dépasser avec votre fraise la dent, toujours rester dans la dent. Si vous dépassez dans la muqueuse linguale, comme on dit, il y a le risque de lésion du nerf lingual. Puis vous allez donc enlever donc, le fragment mésial. Comme ici, donc on a enlevé le fragment mésial. Après, donc il ne reste donc que ramener la dent, soit avec un ostotome, soit avec un élévateur. L'essentiel, il ne faut pas appliquer beaucoup de force pour ne pas fracturer l'angle de la mandibule. Donc après, on va utiliser des points de suture standard en 3 ou 4 0. Il ne faut pas non plus s'acharner pour faire des points de suture qui sont top hermétiques. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le point de suture. Essayez tout simplement de ramasser 2-3 points et c'est largement suffisant. Alors maintenant, je vais vous présenter un autre cas qui est encore plus difficile et parmi les cas qui sont quand même fréquents dans la consultation au cabinet dentaire, c'est les cas lorsqu'on a des dents de sagesse, avec des lésions comme c'est le cas ici, d'un kyste folliculaire, et on voit ici le rapport avec le nerf. Alors, dans cette configuration, on a toujours la masse kystique. Un kyste folliculaire, c'est une tumeur bénigne,
qui va, d'après les caractéristiques histologiques du tumeur bénigne, pardon, il est limité, il va refouler le nerf. Le nerf, il n'est pas en dedans, mais toujours il est refoulé. Et ça, c'est une indication, bien évidemment, de la Cone-Beam pour voilà, localiser, pour objectiver, comme on dit, et par la suite pour planifier notre geste opératoire. Alors là, c'est la Cone-Beam, on va sur le plan horizontal, donc l'aspect de ce kyste folliculaire sur la 48. Alors, de la même manière que pour le cas qu'on a vu, donc on va réaliser une incision intracirculaire. Maintenant, dans ce type de cas, puisqu'on va faire une intervention qui est encore plus importante, donc on n'hésite pas voilà, d'aller avec le bistouri jusqu'à la 6, même jusqu'à la 5, ou de prolonger au niveau postérieur pour avoir un jour parfait. Et même parfois, on peut faire une incision de décharge. L'essentiel, c'est d'avoir un jour parfait dans le site chirurgical. Et comme dit la plupart des chirurgiens qui opèrent, si vous leur demandez est-ce que vous voyez ce que vous faites, il va vous dire, ben oui, il faut que je vois. La visibilité, c'est quelque chose qui est très important en chirurgie. Le décollement. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, après, donc pour avoir de la bonne visibilité, donc j'ai essayé d'aller en postérieur. Alors pour le faire, on va le faire avec un ciseau Metzambum. On va ouvrir la gencive en postérieur. C'est mieux qu'aller avec un bistouri. Le bistouri, il vaut mieux donc ouvrir un Metzambum. On ne risque pas de toucher quoi que ce soit. Puisque je suis beaucoup plus en vestibulaire, mon ciseau il est placé en postérieur, il est un peu décalé en vestibulaire pour éviter voilà, les lésions iatrogènes. J'ouvre mon lambeau et puis donc je vais travailler d'une manière conventionnelle. On va faire l'ostéotomie. Jusqu'à maintenant, vraiment, je ne me concentre pas sur le kyste. Je veux dire, je vais l'énucléer ou non. Je me concentre sur la dent d'abord, parce que pour un kyste folliculaire, les dents, généralement, ils vont flotter dans la masse kystique. On peut morceler, enlever d'une manière vraiment simple. Et après, on va s'attaquer à la lésion kystique. Là, on a extrait la dent. Et après, une fois la vulsion est réalisée, on va maintenant s'intéresser à cette lésion kystique. On a dit que le kyste, il a refoulé le nerf. Le nerf, il est dans ce cas, il est en postérieur lingual. Donc, si on décolle le kyste dans la partie vestibulaire loin, on le prend avec une presselle d'adson ou parfois avec une pince porte-aiguille. Voilà, on va le faire tourner un peu pour qu'il se libère. Et toujours une masse bénigne, il faut le savoir, c'est une masse qui est bien limitée. Il y a toujours un plan de clivage entre la masse et le tissu osseux, ce qui donne quand même une facilité d'énucléation par rapport à une lésion maligne qui est pénétrante, qui est à l'intérieur, et que le protocole chirurgical de l'abord de ce type de lésion, il est bien évidemment différent. Alors, on va ramener maintenant le site tout doucement. Généralement, les kystes folliculaires, ou bien ce qu'on appelle aussi les kystes dentigères, on peut les faire, les nucléer d'une manière qui est plus simple. Alors là, comme on a parlé du lambeau lingual, alors dans ce type de cas, on a besoin de plus de visibilité. Alors j'ai décollé le lambeau en lingual. Alors là, on va faire un petit dessin aussi des éléments anatomiques qui sont importants. Alors là, mon écarteur, comme vous pouvez voir, j'ai fait le lambeau en mycopériosté. Et l'écarteur, il se trouve en contact avec l'os et il ne bouge pas. Alors le nerf lingual, il ne se trouve pas loin, mais il est là. Alors tant que je suis en supériorité en contact de l'os, je ne risque rien. Par contre, si mon écarteur, ou je déborde avec mon écarteur ici ou mon élevateur, alors donc je risque de taper sur le nerf même ici. Alors toujours d'ici en contact de l'os, avoir des instruments de très bonne qualité, ça nous aide pour faire un bon décollement. Parce que toujours, la visibilité, c'est important dans ce type de cas. Lorsqu'on fait de la chirurgie kystique, lorsqu'on fait des cas difficiles, il faut quand même avoir un large site chirurgical, sans pour autant, bien évidemment, être invasif. Donc, on va continuer l'intervention. Donc, jusqu'à la récupération de ce kyste dentigère.
Et puis, donc, on va enlever. À la fin, ici, donc, pratiquement, il est sorti. Il y a une adhérence par rapport à la muqueuse gingivale. Donc, on n'hésitait pas donc, de prendre à la fin une lame de bistouri, voilà, pour ramener tout ceci. Donc, et à la fin, donc, voilà, on contrôle l'hémostase, puis on va réaliser notre procédure. Alors, dans des cas, si on est proche du nerf ou lorsqu'on est parfois dans la chirurgie d'inclusion, on est un peu invasif, donc ça peut parfois saigner, ça peut donner de l'hémorragie. Donc, il ne faut pas hésiter à faire de la compression et faire, voilà, appliquer des éponges hémostatiques et puis faire les sutures, mais il faut vraiment le faire d'une manière rapide, un peu voilà, pour vaincre la pression du sang. Alors maintenant, on va parler d'un autre élément qui est le foramen mentonnier. Alors comme on a vu sur l'anatomie, donc le foramen mentonnier, c'est un foramen duquel donc passe le nerf mentonnier, qui est le prolongement du nerf alvéolaire. Il se trouve généralement pour un sujet denté à mi-distance entre les prémolaires et le bord basilaire. Pour les sujets édentés, généralement, on le trouve un peu plus haut du fait de la résorption de l'os. Ici, c'est une vue opératoire qui montre le foramen. Ici, on voit donc le pédicule mentonnier qui sort ici. Et le nerf mentonnier, il est responsable, donc comme vous voyez ici sur ce schéma, voilà, de la sensibilité de la lèvre, des muqueuses, des dents. Donc c'est un nerf qui est, si on peut le dire, qui est capital et qui est important. La lésion du nerf alvéolaire, donc ça va engendrer bien sûr la perte de la sensibilité au niveau de la lèvre. C'est pratiquement une infirmité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un patient avec une lésion du nerf mentonnier. Ben, il a une lèvre donc qui n'est pas, il ne sent plus, donc avec les risques de brûlure et tout ce qui va avec. Alors maintenant, pour voilà, l'implication, si vous voulez, clinique de ce nerf mentonnier, alors on est confronté au niveau voilà, en implantologie, lorsqu'on veut implanter dans la région de la 5. Alors en implantologie, moi ce que je fais, c'est toujours, au niveau de la région mentonnière, l'indication de CBCT, il s'impose. Parce que c'est difficile d'implanter dans une zone en se basant seulement sur le canal, sur la panoramique, parce que on peut, vu les phénomènes de déformation de la panoramique, et bien sûr, c'est difficile de faire des mesures, la localisation, il est beaucoup plus précise avec un cone beam. Et le cone beam, ça nous donne aussi une autre possibilité qui est encore plus importante, c'est de faire aussi de la chirurgie guidée, comme vous le voyez ici, avec un guide chirurgical. Et là, on peut faire des choses comme l'extraction, ici comme on a fait, donc l'extraction et l'implantation immédiate. Et on voit ici sur le CBCT l'implant qui est posé, voilà, à proximité du nerf. Mais parce qu'on a le scanner, on a le guide chirurgical, il y a quand même donc peu de risque d'aller vers ce nerf. Et je pense qu'on a vu une conférence très intéressante de Dr Bakal. Il a parlé de ces aspects du guidage chirurgical. Je pense que de plus en plus en implantologie, il va falloir, voilà, utiliser le guide. Le guide, c'est un élément qui est important. C'est pas seulement, il vous donne l'axe prothétique, mais c'est un élément qui va nous permettre d'objectiver les obstacles anatomiques. Et deuxième de chose, ça nous permet aussi, voilà, voilà, d'éviter, voilà, les lésions iatrogènes. D'autres implications chirurgicales du nerf mentonnier, ben, lorsqu'on a des lésions, lorsqu'on fait de la chirurgie d'inclusion, alors de la même manière que pour la dent de sagesse, donc l'abord de la lésion, il va être, donc je vais vous faire ici un petit dessin. Donc je vais utiliser là, du bleu, c'est mieux. On va faire une incision intracirculaire, ici. Dans ce cas, dans le nerf mentonnier, pour avoir un accès meilleur, donc il faut faire, j'ai fait une décharge de côté mésial. La décharge, généralement, en principe, il est en mésial, pour permettre une bonne vascularisation, parce que la vascularisation, il vient du sens postérieur pour que laisser donc notre lambeau bien vascularisé. Une fois qu'on l'a fait, donc on va décoller le lambeau, toujours rester en supériorité, c'est la règle. Ne craignez pas le foramen, il faut toujours rester en contact avec votre écarteur, décoller jusqu'à, alors il y a deux méthodes. Donc soit que vous allez donc vers la lésion, et vous pouvez décoller aux alentours jusqu'à le repérage, ben, il y a des fois, ben, il vaut mieux, à mon avis, aller directement vers, comme vous le voyez ici, vers le foramen, et vous pouvez décoller. Après le décollement du foramen, il faut le protéger avec un écarteur. Si vous faites le lambeau mécopériosté, repérage du nerf mentonnier,
protection avec un écarteur, donc il vous reste bien sûr la lésion, comme c'est le cas ici d'un kyste résiduel, bah, vous pouvez donc faire l'énucléation en toute sécurité, ou si vous avez par exemple les prémolaires, etc., donc vous pouvez le faire. Bien sûr, il y a des variantes lorsque vous avez des cas difficiles, trop en rapport avec le nerf, donc là la décision, bien sûr, va être différente selon, mais généralement, lorsque vous avez des structures ou des dents ou d'un kyste qui est proche du nerf, donc, ou même en implantologie, parfois, lorsqu'on veut faire de la reconstruction osseuse, donc on va décoller jusqu'au foramen, disséquer le foramen, localiser, protéger, et après, on peut donc faire notre geste opératoire en toute sécurité. Aussi, une autre implication clinique, c'est les cas lorsqu'on a ce type d'hyperplasie caractéristique pour les PAT chez les prothèses adjointes totales. Et on voit ici, c'est des patients qui présentent de grandes résorptions de l'os, et on voit pratiquement que le nerf, il est vraiment, il se trouve très proche de la crête, parfois même sur la crête. Donc, de la même manière, donc d'abord, il faut vraiment faire des incisions qui sont superficielles. Dans ce cas, il faut utiliser un ciseau Metzambon pour disséquer voilà, ces hyperplasies, puis on peut les couper en toute sécurité et voilà, faire les points des sutures après. Là, on voit voilà, les masses qui ont été bien sûr voilà, enlevées après pardon, après voilà, la réalisation de l'intervention. Alors maintenant, on va parler de sinus maxillaire. Le sinus maxillaire au niveau de la région postérieure, c'est un élément aussi anatomique qui est important. Donc, c'est une cavité aérienne qui est creusée dans le sinus. Et son implication clinique, c'est en implantologie, lorsqu'on a un corps étranger comme une racine par exemple, ou comme la dent de sagesse maxillaire qui peut, lors d'une extraction iatrogène, se projeter dans le sinus. Et on va se demander donc par quel voilà, moyen, donc, et quels sont les éléments donc, qui vont me permettre de faire un abord du sinus sans causer de dégâts. Alors, on a parlé du sinus, des corps étrangers. Également, c'est ce qu'on appelle les communications bucco-sinusiennes, qui est quand même très fréquent lorsqu'on fait parfois des extractions de dents entrales. Une fois l'extraction est réalisée, donc la communication il persiste avec le plancher du sinus maxillaire. Alors là, je vais vous parler je vais vous montrer un cas lorsqu'on a des communications bucco-sinusiennes. Ça, c'est un cas qui m'a été dressé par un confrère ORL. Donc, une extraction iatrogène au niveau de la sèpe qui a causé une CVS, communication avec une sinusite. Après traitement médical, donc, il m'a été envoyé donc, pour fermer donc, cette CBS. Je ne vais pas vraiment trop détailler les types de CBS parce que selon les cas, on a des petites, des grandes, le protocole opératoire, il va différer. Mais je vais vous montrer donc, le principe général pour fermer une CBS. C'est ce que je fais. J'utilise, c'est ce qu'on appelle le corps adipeux de la joue, ex-boule graisseuse de Bichat. C'est une masse graisseuse qui se trouve donc coincée vous allez trouver entre l'os malaire et le muscle buccinateur. Donc une fois, je vais faire donc le tracé. Alors généralement on fait une incision sur la crête, incision intracirculaire, puis on va faire une incision de décharge. Après élévation du lambeau, une fois arrivé à la ligne mycogingivale. Donc, on va rentrer, ouvrir avec notre ciseau Metzambon, et à un moment donné, vous allez apercevoir donc, cet aspect caractéristique de cours adipeux de la joue qui est jaunâtre comme ça, ce que vous voyez, et vous commencez à tracter et à disséquer avec votre ciseau et ça descend. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont eu l'expérience lorsqu'on fait des extractions des 7 ou des 8, parfois donc une fois après l'extraction, donc vous voyez que voilà, le corps adipeux de la joue, il descend, donc il ne faut pas s'affoler. Alors s'il descend, il faut le remettre et faire une suture et fermer. Il n'y a aucun souci, même vous pouvez couper et faire les points de suture. Donc c'est pas un élément qui est quand même, qui a pas une complication qui est, pardon, on peut dire qui est majeure. Mais sachez que c'est un élément, donc on peut voilà, travailler avec. On ferme d'abord, on suture la boule de Bichat avec la muqueuse palatine et après on va remettre le lambeau mycopériosté et on parle d'une suture à double plan. Comme ça, on va assurer une bonne herméticité entre la cavité buccale d'une part et entre le sinus maxillaire.
Alors, d'autres indications et d'autres implications cliniques du sinus maxillaire en chirurgie. Alors, c'est le cas en implantologie ou même dans les cas voilà, pour récupérer des racines ou des dents à l'intérieur du sinus. Alors, je vais vous montrer comment on va faire un abord de sinus. Alors ça, c'est un cas d'une patiente que j'ai traitée pour une reconstitution osseuse au niveau du côté droit, avec un sinus lift, une greffe, une allogreffe au niveau de la région prémolaire. On voit ici sur le CBCT. Alors, un abord de sinus, il va se faire en incision. Pardon, je commence par l'incision sur la crête. On va faire une incision de décharge. Donc, toujours, il faut éviter les papilles. Il faut toujours décaler entre la papille et entre la face distale. Et puis, on va contourner ici la dent que j'ai extraite. Et puis, on va continuer avec une incision de décharge. Comme ça, on va décoller un lambeau, donc mycopériosté, pour accéder au sinus. Alors, là, on va faire toujours le décolleur en contact de l'os. Il faut pousser. Maintenant, vous faites une face ou l'autre face de l'écarteur, du décolleur, pardon. Moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est voilà, d'essayer d'être toujours voilà, en contact. Alors, l'abord de sinus pour un sinus lift, il va se faire toujours donc avec le dessin d'un rectangle et le trait de rectangle, il va être situé toujours au niveau du plancher du sinus maxillaire en contact avec le bord supérieur de la crête alvéolaire. Comme ça, donc c'est plus que vous allez pousser le trait en haut, plus que vous aurez des difficultés pour le décollement de la membrane. Donc le repérage, c'est important. Pour là, donc vous pouvez utiliser soit une règle, ou bien maintenant, avec la chirurgie guidée, donc on peut carrément faire un guide chirurgical pour l'abord des sinus. Deuxième élément anatomique important, c'est qu'il y a des fois, on peut avoir une variabilité biologique avec la présence de l'artère antrale. Alors l'artère antrale, ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est pour cela qu'on parle de l'évaluation radiologique. N'oubliez pas, donc les premiers slides, on avait donc objectivé, évaluer les risques et adapter le protocole chirurgical. Lorsqu'on a l'artère antrale, on va l'objectiver sur le CBCT et après, on peut la contourner en utilisant un piézotome et on peut décoller sans toucher l'artère. Alors si on touche l'artère, il y a deux conduites à tenir. Soit voilà, on va faire de la compression jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie. Ce n'est pas une hémorragie qui est frappante, ce n'est pas l'hémorragie de l'aorte, mais quand même, ça crée quand même une panique pour l'opérateur, etc. Donc, il faut la compression. Il y en a qui peuvent utiliser de l'électrocoagulation, mais le grand problème de l'électrocoagulation, c'est qu'il va vous perforer la membrane sinusienne et vous allez vous retrouver avec l'hémorragie, avec la gestion de la perforation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, repérer au niveau de la radio et essayer, voilà, de la repérer en opératoire et de réaliser des traits d'osteotomie avec l'ostéotome pour éviter de léser cet élément anatomique qui est important. Après, voilà, donc on va réaliser le rectangle. Comme ici, là, la piézochirurgie, c'est quelque chose, à mon avis, qui est important, surtout pour le sinus lift. Ça vous donne des traits d'ostéotomie qui sont précises, ça saigne moins, c'est moins traumatisant, et le risque de perforation, il est moins avec. Alors, si jamais vous utilisez le rotatif, il faut utiliser des fraises en acier. Et le plus important, c'est qu'il faut que vous soyez tangentiel à la surface osseuse et non pas perpendiculaire. Essayez d'éplucher la surface osseuse
comme ça, il y a moins de risque de la perforation de la membrane. Alors, si la membrane elle est perforée, alors soit une petite perforation, dans ce cas, vous allez la protéger avec une ou deux ou même triple membrane de collagène et compléter votre comblement sinusien. Si la membrane elle est perforée, c'est une grande perforation, ben dans ce cas, soit on peut faire des sutures ou faire des perforations au niveau de la paroi antérieure et de suturer avec la membrane. Si vous n'arrivez pas à le faire, donc malheureusement, il faut vraiment, voilà, il faut fermer et, et reporter l'intervention chirurgicale, chose que je ne le souhaite pas pour vous. Et en tout cas, lorsqu'on fait des sinus lifts, soyez sûr et certain, je ne vais pas vous vexer que vous allez faire de la perforation. Les complications font partie malheureusement de notre pratique quotidienne. Il n'y a pas un chirurgien qui n'a pas de complications. Alors, celui qui n'a pas de complications, soit c'est quelqu'un que le jour de son diplôme il est décédé, soit c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Mais sinon, tant qu'on travaille, tant qu'on a un instrument dans la main, soyez sûr qu'on peut avoir des complications. C'est pour cela qu'il faut pousser les investigations, l'examen clinique, l'examen radiologique, pour le mieux repérer, pour mieux sécuriser votre exercice et pour éviter d'éventuelles complications. Et j'avoue que des fois, que même avec beaucoup de précautions, on peut y avoir des soucis. Alors, heureusement que pour le sinus, c'est pas comme le nerf alvéolaire. Alors, si jamais il peut y avoir des infections post-opératoires, les perforations de membrane, les hémorragies, mais franchement, si on peut le comparer, bien sûr, le nerf alvéolaire, le nerf mentonnier reste quand même des complications qui sont beaucoup plus sérieuses. Après, on va réaliser le décollement. Alors, d'ailleurs, il y a voilà, une conférence du maître Al-Hamid le dimanche sur le sinus lift. Donc, je vous invite à regarder. Et également, il y a une publication sur le sinus lift où il y a un peu tous les protocoles. Donc, je vous invite de voir ce livre du maître Hamid. Donc, il y a tout est expliqué sur le sinus lift, sur le cloisonnement, etc. C'est quelque chose qui est très important pour un praticien. Après, on va faire donc le comblement. Voilà, avec de là, c'est du xénon, c'est du bovin. Et après, donc, on va compléter par l'allogreffe du côté prémolaire. Ça peut être un sujet qu'on aura le temps de le traiter après. Donc voilà, ça c'est grosso modo l'abord des sinus, donc les incisions au niveau de la crête édentée, et puis les incisions de décharge, l'abord des sinus, les traits, et bien sûr l'évaluation radiologique pour éviter l'éventuelle présence d'anatomie, de variabilité anatomique telle que l'artère antrale. Alors, on va partir maintenant sur la région la plus postérieure qui est la fente ptérygomaxillaire. Pour certains, elle est considérée comme une région qui est un peu énigmatique et un peu surprenante, si on peut le dire, du fait qu'il se trouve dans une zone qui est peu accessible aux médecins dentistes, mais quand même, c'est une zone qui est intéressante. Il va falloir l'appréhender avec beaucoup si on veut le dire, beaucoup de sérieux, parce que les implications cliniques de cette zone, c'est surtout en rapport avec les dents de sagesse. Et en implantologie, parce qu'il y a certains praticiens, comme José Ballester en Espagne, qui fait beaucoup d'implants au niveau de l'apophyse ptérygoïde. Alors, cette zone ptérygomaxillaire, comme l'on l'indique, il est composé en avant de l'os maxillaire, des processus ptérygoïdes de l'os phénoïde, et l'os palatin en médial. Alors tout ça, il forme, c'est ce qu'on appelle la fosse ptérygomaxillaire. Alors c'est une zone où il passe beaucoup de choses, le nerf 5-2, l'artère maxillaire. Alors l'artère maxillaire appelée avant l'artère maxillaire interne, parce qu'il se trouve dans une zone qui est beaucoup plus profonde. On la voit ici. Et cette artère maxillaire interne, donc avec l'artère faciale, il va assurer toute la vascularisation de la face. Donc, alors là, l'artère maxillaire interne, c'est ça, c'est celle-là. Et l'artère faciale, alors normalement, c'est celle-là, l'artère faciale, il se trouve à ce niveau-là, donc on va la voir par la suite. Alors l'artère faciale avec beaucoup de collatéral, il vient de la carotide externe. Donc la carotide externe, c'est là, c'est cette artère-là. Alors c'est une branche de la carotide primitive. Alors la carotide primitive, il donne la carotide externe et il donne la carotide interne.
La carotide externe, il donne, voilà, là, ici c'est l'artère thyroïdienne pour la thyroïde. Après, c'est l'artère linguale qui va assurer la vascularisation de la langue. Ici, l'artère faciale. Et en haut, il va donner l'artère occipitale et la pharyngienne avant de se terminer en deux grandes branches terminales qui est l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. Donc, vascularisation de la face assurée essentiellement par la faciale et par l'artère maxillaire. Et l'artère temporale, donc comme son indique, il va monter. D'ailleurs, ici, le conduit auditif interne, donc si on ouvre avec une incision ici, donc on va tomber sur artère et veine temporale superficielle avec le nerf auriculo-temporal. Ça, c'est les repères chirurgicaux ici. Les trois, les trois principaux donc, éléments anatomiques devant le conduit auditif externe. Au niveau de cette zone, on décrit, il y a les trois portions de l'artère maxillaire à ce niveau-là. Puis au niveau de la région ptérygoïdienne en rapport avec le ptérygoïdien latéral, avant de se terminer au niveau de ce qu'on a vu au niveau de la fente ptérygo-maxillaire. Et alors, au niveau de la fente, il se termine avec, c'est ce qu'on appelle l'artère sphénopalatine. Alors, l'artère sphénopalatine, c'est l'artère que les ORL, voilà, électrocoagulent lorsqu'on a des hypextaxis qui sont permanents. Donc, il entre avec un endoscope. Alors, où il est passé mon pointeur? Voilà, il rentre avec l'endoscope pour cautériser si on a des épistaxis qui sont permanents. Alors, je reviens à... Donc, on a dit la fente ptérygomaxillaire, on a l'artère maxillaire, on a le nerf 5,2 aussi, on a le 5,3, donc on a énormément d'éléments vasculo-nerveux, donc c'est une zone quand même à très haut danger. Voilà, là, ici, on voit le trajet avec tous les segments, le premier, le deuxième et le troisième segment. Maintenant, je vais parler de l'implication clinique de ces éléments-là. Alors, pour les dents de sagesse comme les dents de sagesse inférieure, on a les différentes, si vous le voulez, configurations de l'inclusion, comme ça, un cas normal, comme ça, où il est encore plus profond, ou dans une situation où on a une inclusion qui est profonde. Donc, toujours, on va de la même chose, on va évaluer par rapport au plan d'occlusion, par rapport à la jonction amélo-sémentaire, et évaluer l'axe avec la panoramique, avec la CBCT. Alors, plus qu'on a une dent de sagesse qui est trop profonde, alors, personnellement, s'il n'y a pas vraiment une indication vraiment principale d'extraction, il faut l'abstention aussi. C'est une attitude thérapeutique pour les inclusions. Il faut laisser tranquille parce que le risque qu'il va dans le sinus ou bien qu'il va dans la fente ptérygomaxillaire, il est quand même important. Alors, pour aborder une dent de sagesse supérieure, donc il se pose toujours le problème de l'accès, c'est une qui est difficile d'accès. L'opérateur il se place toujours donc latéralement par rapport au patient, et puis donc l'aide opératoire, il va mettre les deux écarteurs, un au niveau de la commissure et l'autre au niveau de la région de la dent de sagesse, comme ça pour avoir donc le plus de visibilité. Les incisions sur le même principe, incision sur la crête au niveau de la 8 et puis en intracirculaire au niveau de la 7 avec une incision de décharge soit à ce niveau-là, soit entre la 6 et la 7. Moi, je la fais pratiquement toujours au niveau de la 7 lorsqu'on a des cas qui sont difficiles, les cas où on a besoin plus de visibilité. Alors, la dent de sagesse supérieure pose moins de problèmes parce qu'on a quand même l'os qui est moins dense parce qu'il y a la tuberosité. Donc, on peut ramener la dent de sagesse facilement. Alors, un cas clinique ici, donc incision jusqu'à la 7, on n'a pas besoin de mettre parce que le cas, j'ai un jour qui est bien, donc je peux donc aller extraire sans aucun problème. Alors, parmi les complications les plus importantes pour les dents de sagesse, c'est la fracture de la tuberosité, comme vous le voyez ici. Cliniquement, une fracture de la tuberosité, il nous donne toujours le bruit du craquement. Ou dans certains cas, on voit quand même que la dent il part soit dans le sinus, soit comme ici au niveau de la fente ptérygo-maxillaire de la fosse infratemporale. Et là, généralement, la dent, elle est bloquée par les structures aponevrotiques et l'extraction va être bien sûr réalisée sous anesthésie générale pour l'avulsion de la dent de sagesse.
Alors, je continue au niveau de la zone postérieure avec un autre élément qui est l'artère faciale. Alors, l'artère faciale, comme j'ai dessiné sur les slides précédents, donc il fait partie des branches de l'artère carotide externe et qui va être donc qui va assurer la vascularisation de la face. Alors, l'artère faciale sur cette dissection anatomique, donc, alors le repérage de l'artère faciale, ici, lorsque vous positionnez votre doigt tout en serrant la bouche, en devant du muscle masséter, à ce niveau-là, vous allez sentir quelque chose qui roule. Alors, c'est là où se trouve l'artère faciale. Vous voyez, donc ici, on voit que ça roule, et c'est là, vous voyez là en vert, parce que c'est un sujet anatomique qui est injecté. On voit voilà, lorsqu'on va avec le ciseau, donc on va repérer cette artère faciale. Alors, j'ai mis cette vidéo pour montrer que nous, bon, on ne fait pas des interventions en extra-oral, mais bon, il a été décrit que lorsqu'on fait des lambeaux en vestibulaire, lorsqu'on dérape avec un bistouri au niveau de la région jugale, au niveau de la région jugale ou de la partie vestibulaire en région prémolaire canine, ah ben, on peut toucher l'artère faciale, c'est très 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 rare. Moi, je n'ai jamais vu un cas comme ça, mais c'est très important de connaître ce repère anatomique parce que, comme j'ai bien de le préciser, l'artère faciale et l'artère maxillaire, ce sont les deux éléments anatomiques qui assurent la vascularisation de la face. Alors, et il passe où? Donc, il va d'abord faire il va y avoir des rapports intimes avec la glande sous-mandibulaire en bas ici, avant voilà, de passer ici au niveau du bord basilaire, et puis il a un trajet qui est sinueux au niveau du sillon nasogénien. Alors ce trajet sinueux, il est expliqué du fait que avec la musculature, donc la musculature de la joue, elle bouge beaucoup, les muscles de la mimique, et si cette artère faciale n'est pas sinueuse, donc ça va créer de la tension. C'est pour cela qu'il a ce trajet sinueux, comme d'ailleurs l'artère maxillaire, comme l'artère éthurine. Alors toutes les artères qui ont cette forme, donc ils ont quand même une certaine élasticité pour résister à la traction. Et ça me rappelle en quelque sorte ce que font les orthodontistes lorsqu'ils font plier les fils pour augmenter leur élasticité et pour diminuer vraiment le couple force par rapport à la surface. Donc, là, il y a une notion qui est très importante pour pour les plasticiens ou les médecins dentistes qui font des injections ou des comblements au niveau du sillon nasogénien, alors que vous pouvez le voir ici, l'artère faciale, il n'est pas trop profonde. Hein. C'est-à-dire, une fois qu'on a la peau, on traverse le tissu celluleux graisseux, on va tomber sur l'artère faciale. Donc, un coup de bistouri au niveau du sillon nasogénien, donc vous allez tout simplement tomber sur l'artère faciale et ça va saigner, bien évidemment. Alors, lorsqu'on introduit une canule pour le comblement du sillon nasogénien, il faut faire très attention parce que l'artère faciale, il n'est pas loin. Alors voilà ce que vous voyez là. Alors on va faire un peu de l'anatomie de cette partie de la face. Alors ça c'est l'artère faciale, c'est ça. On a dit, il a ce trajet qui est sinueux. Bien sûr, normalement ici, il y a la glande sous-mandibulaire à ce niveau-là, au niveau de la loge sous-mandibulaire. L'artère faciale, la naissance, c'est ici, dans la carotide externe qui est ici. Donc, il prend naissance comme ça, il monte à ce niveau-là, il va contourner la glande sous-mandibulaire, il monte au niveau de la face latérale de la face, au niveau du sillon nasogénien, il va se terminer avec ce qu'on appelle l'artère angulaire. Et après, il va donner des branches pour les lèvres, pour la musculature de la mimique. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant. Ce que vous voyez là, ça, c'est le muscle buccinateur, ou ex-muscle de la trompette qui forme le relief de la joue, et la faciale, il repose directement sur le muscle buccinateur. Alors, si on enlève le muscle buccinateur, alors on va tomber directement
sur la boule graisseuse du bichat ou le corps adipeux de la joue. Et derrière le corps adipeux de la joue, on a le nerf buccal. Alors, il y a une notion d'anatomie clinique qui est importante lorsqu'on fait voilà, des anesthésies au niveau mandibulaire, des anesthésies tronculaires. Parfois, il peut y avoir des hématomes. Alors, ces hématomes, ils sont expliqués par quoi? Par le fait que la boule des bichats, derrière, il y a un plexus vasculaire. Et ce plexus vasculaire, bon, une fois qu'on pique avec l'anesthésie, on entre dedans, ça crée une hémorragie, un saignement qui donne cet aspect voilà, d'hématome. Donc, si vous jamais arrivé ce genre ce genre de complications, si vous voulez, post-opératoires, alors sachez que vous avez touché donc ces espaces-là. Alors, un autre élément qui est l'artère palatine descendante. Alors, on va le voir à travers un cas clinique. Donc, l'artère palatine descendante, vous la connaissez bien. C'est une artère donc, qui va émerger au niveau du foramen grand palatin en postérieur, en rapport avec la 7, la 8, supérieure bien sûr. Il va assurer la vascularisation du palais. Alors, il y a pas mal d'interventions qu'on fait nous lors de notre pratique quotidienne, comme les prélèvements de gencives, comme c'est le cas ici, donc un patient qui s'est présenté pour une masse au niveau du palais à ce niveau-là. La radio, il ne montre rien de spécial dans les dents, il porte une PAP. Alors, à l'examen, donc, on note ici, alors en fenêtre molle, on note ici la masse, une masse ici. Donc, c'est le diagnostic clinique, et je dis bien clinique, il est orienté vers un adénome pléomorphe qui est une tumeur des glandes salivaires accessoires, et lorsqu'il prend du volume, donc il donne cet aspect-là. Alors le traitement, voilà, il faut faire une ablation chirurgicale de cette tumeur et faire un examen anapath par la suite. Le gros risque, c'est l'artère palatine descendante. Alors l'hémorragie de cette artère, il n'est pas, je dis, il n'est pas très dangereuse. Et comme dit à titre anecdotique, comme dit pas mal de chirurgiens, il n'y a que l'artère aorte qui saigne. Mais ça n'empêche que quand même que dans ce cas, alors si d'abord lorsqu'on fait des incisions, il va être comme ça au milieu, on va ouvrir à ce niveau-là pour disséquer l'adénome et le faire sortir. Alors si on va le toucher, généralement il faut réaliser voilà une électrocoagulation. Donc le saignement, il est vraiment, on peut toujours le gérer en opératoire. Alors on va passer maintenant. Voilà, c'est un cas que j'ai pris sous AG. Parce que voilà, donc c'est un patient qui était diabétique non équilibré, HTA, il a à peine fait un infarctus de myocarde. Alors ça, c'est un autre sujet des indications de l'AG en chirurgie orale. Ça, on peut peut-être le programmer un autre jour. Et là, on voit voilà l'aspect, l'incision, et puis le décollement de l'adénome pléomorphe et l'énucléation. Et puis on va réaliser les points de suture. Et après, alors, pour éviter d'éventuelles hémorragies post-opératoires, donc il vaut mieux utiliser des plaques. Comme, par exemple, comme ce que préconise Cardoso en Portugal, il préconise de faire des plaques thermoformées à, je pense, à 2 ou 3 mm. Mais c'est un cas qui, voilà, le patient, il a déjà son PAP, donc on peut très bien, donc, voilà, assurer l'hémostase par cette PAP pour éviter, bien sûr, des saignements après la chirurgie. Et c'est un patient d'ailleurs qui a saigné après la chirurgie parce qu'il était sous antiagrégant plaquettaire, mais on a pu donc gérer la situation sans aucun problème avec le tamponnement, avec le contrôle post-op. Voilà, ça c'est la masse après. Alors maintenant, on va parler de la région antérieure. J'espère que vous n'êtes pas fatigué, que vous me suivez. Donc il ne me reste pas assez de... je pense qu'on a encore... une demi-heure peut-être, une heure moins un quart d'heure, voilà, pour laisser le temps pour les questions. Alors, il y a un élément anatomique qui est important et central, c'est l'artère somentale. Alors, l'artère somentale, comme son nom l'indique, il est situé
au-dessus du menton. C'est une artère, c'est une branche de l'artère faciale. Alors l'artère faciale, on l'a dit, il monte au niveau du sillon nasogénien, il donne une branche, c'est l'artère sous-mentale. Alors l'implication clinique de cette artère, c'est que il va, lorsqu'on fait des interventions qui intéressent et qui touchent le bord basilaire, on risque par la suite de faire saigner cette artère et créer un hématome. Donc c'est cet hématome qui va pousser le plancher et qui va donc pousser son tour la langue en postérieur et qui peut donner des asphyxies pour le patient. C'est des incidents qui sont rares, mais qui ont été décrits et ça existe. Donc, pour toute intervention au niveau du port inférieur de la mandibule, il faut faire très attention. Lorsqu'on fait de l'implantologie, il faut toujours être distant du bord basilaire. Lorsqu'on fait de la chirurgie kystique, toujours, il faut qu'on soit conscient qu'il existe un élément anatomique qui est important et qu'il va falloir l'appréhender avec toute sécurité. Alors là, je vais vous montrer sur le plan de la dissection anatomique comment ça se présente. Donc je vais faire dans un premier temps l'orientation. Alors là, on a donc le menton, il est ici. Là, ce que vous voyez là, c'est la glande sous-maxillaire et on a dit qu'il est en rapport avec l'artère faciale. Alors ce qu'on voit ici au niveau du menton, on voit l'insertion d'un muscle qui est d'ailleurs un muscle qui est très important, qui est un repère chirurgical très important pour la loge sous-mandibulaire, c'est le muscle digastrique. Il a un ventre antérieur et il a un ventre postérieur. Alors, et entre les deux, il existe cette belle sangle qui est très très forte, qui maintient le muscle digastrique. Alors, l'artère sous-mentale, alors une fois l'artère faciale donc en contact avec la mandibule, il va donner donc l'artère sous-mentale qui va loger donc le bord, le ventre antérieur du digastrique et s'insérer au niveau du menton. Alors je passe. Alors ici, ça c'est voilà, on voit la sangle, le ventre, voilà, postérieur de digastrique, elle est là, le ventre antérieur, donc on voit c'est un joli muscle d'ailleurs. Une fois, on est là, on n'est pas en plan, c'est-à-dire on a la peau, on a la graisse que vous voyez en jaune, c'est la graisse, et puis on tombe sur le muscle digastrique. Alors au-dessus du muscle digastrique, il y a le muscle myloïdien qui forme le plancher de la bouche. Alors là, on va essayer de chercher l'artère sous-mentale. Alors là, voilà, l'artère sous-mentale, c'est ça. Alors c'est ce que vous voyez là. Alors ça, c'est l'artère faciale. Et puis la sous-mentale, c'est ce que vous voyez là en vert. Il se termine, il va perforer le muscle digastrique, il va s'insérer au niveau du menton. Alors malheureusement, je ne peux pas vraiment vous montrer au-delà parce qu'il y a le sujet anatomique qui sera très visible et donc et par respect, donc je peux pas. Donc je me suis contenté de vous montrer un peu donc cet espace sous-mandibulaire et là on voit comment l'artère sous-mentale il est distribué à l'intérieur. Vous voyez, donc il perfore le digastrique. Alors, comme je viens de l'expliquer avant, lorsqu'on fait de l'implantation au niveau de cette région, comme ici par exemple, lorsqu'on fait aussi des prélèvements mentonniers, donc toujours on essaie de ne pas toucher le bord basilaire, on reste toujours au-delà, comme ici entre les racines et entre le bord basilaire, pour éviter voilà, des saignements silencieux par la suite, ou lorsqu'on fait des implants, il faut toujours être distant, même si on a de la grande résorption. Alors, je vais vous montrer quelques complications de l'artère sous-mentale. Ça c'est un hématome de l'artère sous-mentale qui n'était pas dû des implants dentaires ou des prélèvements ou tout ce que vous voulez, mais tout simplement par une injection de l'acide hyaluronique. Donc c'est un cas que j'ai tiré de la littérature scientifique et qui montre en mettant un canule au niveau de cette région-là et après, donc, parce que tout simplement, si vous entrez si vous piquez ici, donc ça risque de donner. Alors c'est un hématome que vous pouvez gérer sans aucun problème, ça va se résorber. Donc c'est pas dramatique, mais ça peut être dramatique. Alors, la manière avec laquelle il faut prévenir
les hématomes de l'artère segmentale, c'est de placer des élastoplastes. C'est-à-dire une fois, là ici en bas, vous voyez là une sorte de l'élastoplaste, c'est un adhésif. Une fois qu'on termine l'intervention, comme un prélèvement du menton, etc. Donc, on va plaquer cette artère avec la peau pour exercer cette pression, pour assurer l'hémostase en post-opératoire. C'est un geste qui ne coûte rien du tout simple, mais qui a quand même un grand intérêt en chirurgie orale. Maintenant, au niveau toujours de la région antérieure, on va parler d'un élément qui est important, ce sont les phrénectomies de la langue. Lorsqu'on indique une phrénectomie à la langue, on doit se demander, alors quels sont les éléments? Voilà, c'est pour cela qu'on va faire étudier les bases anatomiques de la dissection, de la phrénectomie linguale. Alors là, on va ouvrir au niveau médian. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Par contre, je vais vous montrer une chose qui est très intéressante. Alors, une fois qu'on ouvre, on va tomber sur un muscle de la langue qui est le muscle génioglosse, qui s'insère au niveau des épines mandibulaires, au niveau de la face interne de la mandibule, et puis qui va s'insérer bien sûr au niveau de la masse musculaire. Alors après, je vais ouvrir après pour vous montrer les structures anatomiques qui sont intéressantes et qui est important de les savoir. Alors là, je vais faire un petit dessin. Alors, ce que vous voyez là, donc c'est le génioglosse. On a un génioglosse droit et gauche qui sont séparés par cette sorte de graisse que vous voyez là en blanc. Et après, il y a un autre élément, et c'est ça ce qui est important et que vous devez savoir. Alors ici, on a les branches du nerf lingual. Et le nerf lingual, il ne se trouve pas à 1 km. Le nerf lingual, il est vraiment sous-muqueux. Et je vais vous montrer, donc lors de la dissection, qu'on peut le ramener facilement. Il est sous la muqueuse du frein. Voilà, donc voilà, le nerf lingual, c'est ça. C'est une branche, bien sûr, du nerf lingual, donc il est sous-muqueux. Alors là, en étudiant les bases anatomiques de la phrénectomie linguale, une chose, c'est que il ne faut jamais faire ce geste-là. Il ne faut jamais couper un frein comme ça. Ça, c'est formellement interdit. Parce que si vous coupez, la bombe se trouve ici. Sinon, vous allez vous faire exploser, ça c'est sûr. Alors, il ne faut jamais le faire ni avec un bistouri, ni avec un laser diode ou un laser erbium ou un laser CO2, tout ce que vous voulez. Ne jamais le faire, cette incision qui est horizontale. Toujours l'incision. D'abord, la phrénectomie de la langue, il va se faire, et je vais vous montrer des cas cliniques, donc verticalement, et après, parce que vous voyez, donc le nerf, il est vraiment superficiel, et on va continuer la dissection du nerf lingual. Alors là, on va ouvrir latéralement pour suivre le trajet de ce nerf. Alors, vous voyez, alors latéralement, il y a un muscle latéral de la langue qui est le muscle ioglosse. Alors, ce muscle ioglosse, il est ici, il est rectangulaire, et sur lequel il va reposer, vous voyez, le nerf. Le nerf, il est vraiment à côté du frein, il n'est pas très loin. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire une phrénectomie dans le vrai sens du terme, mais on va faire la dissection du frein. Après, une fois qu'on décolle les muqueuses, on peut couper et faire les sutures du losange sans aucun problème. Mais le fait de vraiment d'aller avec un bistouri horizontalement, on peut léser le nerf, mais également on peut léser s'il y a une artère, c'est l'artère ranine qui est une branche de l'artère linguale, qui se trouve juste une fois que l'artère linguale il pénètre à ce niveau-là, devant le muscle ioglosse, il va donner l'artère ranine qui peut saigner. Et également une autre implication clinique, lorsqu'on fait de la chirurgie à ce niveau-là, lorsqu'on fait des extractions, ou même parfois des soins, alors le fait de déraper avec les fraises, ça peut éventuellement donc donner des lésions iatrogènes du nerf lingual. Alors le voilà, donc on l'a disséqué, donc carrément on le voit, donc on l'a vu sur les premiers slides, donc le nerf lingual qui passe au niveau de la région interptérygoïdienne et qui descend au niveau ici, il va croiser le canal de la glande sous-mandibulaire et il va donner donc les branches au niveau des 2 tiers antérieurs de la langue.
Alors ça, c'est un cas clinique. Donc, pour un patient, donc j'ai reçu pour une indication de frénectomie par son orthodontiste. Alors, d'abord, bon, l'anesthésie, on peut faire des infiltrations voilà, locales, comme on peut voilà, chercher le nerf lingual en postérieur et faire deux infiltrations. Moi, je fais une infiltration qui est locale. Puis, au niveau de sommet du frein, donc on va le prendre avec un fil de suture pour l'immobiliser. Après, on va faire une incision comme ça. Alors, une incision au niveau médian. Alors, au niveau médian, on a un désert anatomique, il n'y a pas de problème. Après, on va disséquer la muqueuse. On voit ici les deux génioglosses, donc ils sont bien disposés ici. Et après, donc, on peut couper le frein à ce niveau-là. Alors, si on coupe, on n'a aucun problème parce que il n'y a que de la muqueuse. Donc là, on a réalisé une phrénectomie. Alors, si on arrive avec le bistouri comme ça, donc on risque carrément donc voilà, de toucher le nerf, chose qui n'est pas bien sûr souhaitable. Et je ne le souhaite pas d'ailleurs pour vous. Après, on va faire des points standards en simple en haut avec du fil résorbable pour éviter les ablations en post-chir parce que c'est un peu chiant. Alors, maintenant, on va parler du canal nasopalatin ou le canal incisif. Donc, vous le savez bien, donc il descend derrière les incisives, ici. Il livre un passage au nerf nasopalatin. Alors, c'est un canal qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de le sacrifier, ça pose pratiquement aucun problème. Mais je vais vous montrer quand même l'importance par la suite. Et son intérêt aussi. Alors là, si on a par exemple, comme c'est le cas ici, d'une tumeur, pardon, d'un kyste au niveau du maxillaire supérieur, donc de la même manière, le principe est le même. On va décoller, on va énucléer, et lorsqu'on arrive au niveau des foramen, on va le disséquer, voilà, protéger et faire des sutures pour charger le lambeau sans l'endommager, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'il n'a pas de rôle vraiment important où le risque de le léser ne va pas me donner une infirmité comme le nerf lingual, mais tout simplement, c'est un élément anatomique, donc il faut, lorsqu'on a la possibilité de le conserver, on va le conserver. Alors, dans d'autres cas, ce canal il sera intéressant lorsqu'on n'a pas assez d'espace ici pour poser un implant. Alors, on va utiliser l'espace de ce canal, comme c'est le cas ici. Donc, une patiente qui présente donc une résorption au niveau de l'incisive centrale. Alors, on va décoller et on va vider ce canal, nettoyer avec une curette ou avec du rotatif jusqu'à avoir une surface osseuse qui est propre, qui est nette, avec un saignement frais. Et après, on peut poser un implant, le stabiliser et combler cet espace. Donc, vous voyez quand même l'intérêt de ce canal, même si on peut le sacrifier, on peut ici exploiter en implantologie. Et là, c'est la vue post-opératoire. Et on voit quand même l'intégration de l'implant avec la muqueuse autour. Alors, on va passer maintenant pour les fosses nasales à travers un cas clinique d'un kyste maxillaire qui a bouffé ici une partie du plancher des fosses nasales. Alors, du même principe, donc on va faire un lambeau d'épaisseur totale. Une fois, donc, on va faire l'énucléation. Donc, il faut faire très attention parce qu'on va disséquer cette muqueuse kystique avec la muqueuse nasale pour ne pas vraiment avoir une communication avec la fosse nasale du gauche. Pourquoi? Parce que si on laisse cette communication, il y a le sang, etc., ça va donner des saignements. Donc toujours, il faut faire attention, même si on a des perforations de la muqueuse nasale, donc on peut toujours donc faire un ou deux points et voilà, et assurer cette thermicité entre la cavité kystique entre les fosses nasales. D'autres implications cliniques de fosses nasales, il y a certains, lorsqu'on a de la résorption, on peut faire comme on fait pour le sinus lift, on peut réaliser une élévation de la muqueuse des fosses nasales et mettre un implant, ou même parfois même des comblements. Le problème, c'est que lorsqu'on pose l'implant, il dépasse au niveau des fosses nasales. Parfois, c'est désagréable pour le patient. Lorsqu'il touche avec le doigt, il peut sentir donc cet apex. Donc, ce n'est pas une intervention qui est très, très utilisée en implantologie. Il y a d'autres alternatives, bien évidemment. Alors, un autre élément qui est important,
c'est le canal lacrymal, donc le canal où passent les larmes. Alors ce canal, bon, a priori, il est loin de la crête alvéolaire, mais il y a des fois, comme vous le voyez ici, il y a des variabilités anatomiques. C'est une étude qui a été publiée par des Allemands. Donc, et on voit parfois que ce canal peut carrément donc, atteindre la région alvéolaire et qui peut donc parfois donc donner, comme c'est le cas ici, donc une oblitération du canal lacrymal. Comme vous le voyez ici donc sur ce dacryoscale, donc on voit l'oblitération du canal lacrymal. C'est un cas qui a été publié dans la littérature. C'est des cas qui sont vraiment rares, mais justement tout simplement parce que juste pour que vous sachiez que ça existe, c'est pour cela qu'il faut toujours une évaluation radiologique avec le combine. Alors, la chirurgie de l'inclusion, c'est très important pour les enseignants de vraiment d'avoir de bons repères. C'est des cas qui sont rares, mais ça existe. La région de la canine, c'est une région, c'est un véritable couloir qui se trouve entre le sinus et entre les fosses nasales en antérieur. Et c'est dans ce canal où se trouve le canal lacrymal qui peut parfois descendre, parce que le canal lacrymal, normalement, il sort au niveau de meilleurs moyens, là où on fait les abords endoscopiques ce que font les ORL lorsqu'ils veulent faire des drainages du sinus. Et si on a parfois des racines trop longues, etc., on peut toucher ce canal, ça peut donner ce type de situation, qui n'est pas d'ailleurs trop dramatique, mais sachez que ça existe. Pour les canines incluses maxillaires, il va falloir donc explorer en 3D, voir, sachez qu'il existe un canal lacrymal, tout ça, il faut le voir. Alors ça, c'est un cas de canine maxillaire incluse. Pour localiser une canine maxillaire, alors je recommande de ne pas faire ni mordéocclusale ni rien du tout. Ça, c'est des outils qui sont un peu, je dis, anciennes et vieillissantes. La panoramique pour le repérage général et passer à une combine. Comme ça, vous avez une vision qui est claire et nette sur l'inclusion. On voit l'orientation, on peut voir où il est situé. La racine, est-ce qu'il est vestibulaire, est-ce qu'il est lingual, et d'où on va, comme on a dit, on va adapter le protocole chirurgical et on peut bien sûr donc, comme c'est le cas, on a fait un abord vestibulaire, on a profité pour faire là aussi une lésion kystique au niveau de la hanse pour faire l'énucléation avec la résection apicale. Bon, je pense que c'est le dernier cas en région antérieure lorsqu'on fait des lipes repositionnides. Alors les lipes repositionnides, c'est des interventions. Excusez-moi, donc voilà. Alors, c'est des interventions donc, pour repositionnement de la lèvre, dans le cas par exemple des sourires gingivales, ou dans ce cas par exemple, c'est une réhabilitation esthétique réalisée par mon consoeur, donc une maïtaille dressée pour réaliser le lip repositionning. Alors, le danger, je dirais pas le danger, mais les éléments anatomiques qui sont importants, c'est que, vous savez, la lèvre supérieure, donc, il est vascularisé, il y a des éléments, les branches de l'artère orbiculaire et les branches de l'artère maxillaire supérieure. Alors, lorsqu'on fait les traits d'incision, il faut faire très attention pour ne pas aller en profondeur. Alors ici, on réalise le premier trait ici, et le deuxième trait à ce niveau-là, c'est-à-dire pratiquement là, on est dans la lèvre, et il faut que le trait soit vraiment superficiel. Plus qu'on va s'introduire vers la profondeur, plus on peut créer des dégâts, plus qu'on va toucher les branches du 5-2, et on peut avoir des asymétries, etc. Donc il faut faire très attention au niveau de ces régions-là. Alors, le deuxième, voilà, donc je suis vraiment superficiel, je ne vais pas aller, je suis vraiment dans la muqueuse, et puis donc je vais disséquer ce petit lambeau, et toujours la dissection se fait tangentielle, donc la règle avec les bistouris, il ne faut jamais aller perpendiculaire par rapport aux éléments vasculo-nerveux, toujours rester tangentiel par rapport aux artères, par rapport aux nerfs, comme ça vous allez éviter de toucher, et après donc on va réaliser les points de suture, et l'hémostase il est assuré d'une manière spontanée avec les points de suture.
Alors, le dernier élément, c'est le foramen infraorbitaire. Alors, le foramen infraorbitaire au niveau de la face, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce foramen, il est là. Il livre passage, bien sûr, au nerf infraorbitaire avec l'artère, avec la veine. Et l'implication clinique ici, c'est que il est situé au niveau d'un couloir entre deux muscles. Il y a le muscle releveur de l'aile du nez et au niveau de l'angle oral. Alors c'est pour cela, si vous faites de l'anesthésie tronculaire à ce niveau-là, si vous déposez votre produit anesthésique, alors vous aurez une anesthésie qui est très efficace par rapport au tronculaire à l'épine de Spix, parce que le produit anesthésique, il est coincé au niveau de ce couloir et ça va vous permettre d'avoir une efficacité et avec, bien sûr, un silence opératoire qui est quand même lent. C'est pour cela que l'anesthésie foramen orbitaire, il est indiqué lorsqu'on fait de grandes interventions en implantologie, en prémaxillaire, ou parfois pour des résections apicales ou de la chirurgie kystique. Donc ça donne vraiment une efficacité qui est maximale par rapport aux techniques para-apicales. Et voilà, et donc je vous remercie. Et donc je vais passer, on va passer aux questions.